Bien, bonjour à toutes et toutes. Merci beaucoup au groupe Genre pour l'invitation à venir vous parler aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez dit, je suis sociologue et je travaille surtout sur des questions de ville et de mobilité. Donc, mon parcours m'amène à vous parler ici d'abord en rentrant par la question des espaces, en fait, et pas d'abord par les questions de genre. Et ni non plus par un engagement au sein d'un mouvement qui est engagé dans l'action. Et donc, vous verrez que voilà, ce sera des accents un peu différents de la présentation précédente. Et alors, je ne vais pas non plus, peut-être que vous attendez à ça, mais je ne vais pas non plus vous présenter une recherche en tant que telle sur la question. Je vais plutôt essayer de vous présenter quelques clés, quelques ficelles que j'utilise quand je dois penser les relations entre espace et genre, du point de vue donc, de la discipline qui est la mienne, qui est la sociologie. Et donc, de mon point de vue, la sociologie, c'est une discipline intellectuelle qui essaye de comprendre les processus sociaux de construction de la réalité. C'est-à-dire, c'est une manière de penser, une discipline intellectuelle qui essaye de comprendre justement l'idée que le monde dans lequel nous vivons est socialement construit. Alors, c'est une banalité de dire ça, mais il le reste à le montrer dans chaque cas que nous étudions. Et c'est pour ça qu'on peut recourir à quelques ficelles ou quelques clés qui permettent de mettre le doigt sur des processus à l'œuvre dans la construction du monde dans lequel nous vivons. Alors, pour vous présenter cette grille, pas de meilleur endroit que des toilettes publiques. Alors, certaines penseront peut-être que cette entrée en matière n'est pas de très bon goût. Pour un professeur d'université, ça fait plutôt mauvais genre de rentrer par les toilettes. Et pourtant, voilà bien un lieu, non pas de mauvais genre, mais au contraire de bon genre. Un lieu où il faut à la fois tenir le bon genre et tenir bon le genre. En d'autres mots, il ne faut pas se tromper de porte. Dans les toilettes publiques, la mise en scène des genres est on ne peut plus conventionnelle et habituelle. Mais c'est justement cet aspect très banalement typique qui va me permettre d'illustrer la grille de lecture que je vous propose, que je soumets à votre sagacité. Alors, cette grille, elle se compose de 3 notions, conception, régulation, utilisation. 3 notions, trois clés qui permettent de se poser des questions, d'ouvrir des pistes de réflexion, de lancer des enquêtes, de suggérer aussi des comparaisons entre des situations qui sont apparemment différentes, etc. etc. En d'autres mots, des clés qui permettent d'interroger la construction sociale simultanée des espaces et des genres. En fait, une sorte de protocole d'enquête, d'une certaine façon, on pourrait dire. Première ficelle, celle des conceptions. Interroger la conception des espaces. Lorsqu'on étudie un lieu, le premier regard de l'analyste, du sociologue, doit se porter sur la matérialité de cet espace. Cette matérialité, en réalité, c'est la matérialisation de certaines conceptions, de certaines représentations, celle des producteurs d'espace, des représentations qui sont mises en matière. Derrière ou avant la matière, il y a en réalité un processus, un process, si vous voulez, qui est totalement social. On peut en effet se demander, qui sont les producteurs des espaces? Est-ce que ce sont des hommes ou des femmes? Est-ce que ce sont des adultes ou des enfants? Et en matière d'espace public, matière à prendre ici dans les 2 sens du terme, la matière de l'espace public, mais aussi le sujet de l'espace public, les producteurs de ces espaces sont majoritairement des hommes, des adultes et des blancs. Et ce n'est pas sans incidence sur la conception des espaces. Un exemple, c'est celui des noms des rues. Les noms des rues dans les grandes villes, dans toutes les villes, plusieurs enquêtes, c'est celle de la collective Non Peut-être à Bruxelles, et puis aussi une enquête que j'ai menée avec ma collègue Nouria Wali et puis des étudiantes d'un cours qui s'appelle Genre et Ville. Nos 2 enquêtes révèlent un déséquilibre totalement criant entre les noms de rues féminins et
masculin. Donc, sur l'ensemble de la région bruxelloise, on compte 10 fois moins de rues qui comptent un nom de femmes que de rues qui comptent un nom d'hommes. D'autres exemples, c'est aussi les équipements collectifs des aires de jeu, par exemple, dans l'espace public, ou même dans les cours de récréation, qui sont aussi des espaces publics, au sens où ça a été dit tout à l'heure. Installer un terrain de football ou un terrain de basket, on le sait, c'est donner un espace aux garçons, un espace dans lequel les filles n'auront pas leur place ou une place marginale, au mieux de spectatrices. On sait par contre que d'autres voies sont possibles. Il y a d'autres types d'équipements qui sont plus inclusifs du point de vue du genre, plus inclusifs que le terrain de foot ou le basket, où il y a la suprématie du ballon. On invente aussi aujourd'hui des toilettes publiques pour femmes, etc., etc. Et les réflexions sur ces nouvelles manières de concevoir les équipements et les espaces collectifs, en général, sont portées justement par des femmes, qui sont alors à ce moment-là les productrices de ces espaces. Alors, ce qu'on constate aussi, évidemment, c'est que ces conceptions de l'espace, ces mises en matière, elles peuvent faire l'objet de controverses. Elles font souvent l'objet de controverses. Par exemple, le cas des toilettes à l'école. Il y a énormément de discussions autour de la question de savoir est-ce que ces toilettes doivent être mixtes, non mixtes. Et voilà, il y a beaucoup de discussions autour de ces choses-là. Donc, ce n'est pas des matières sur lesquelles il y a consensus. Je reprends mon exemple des noms de rues à Bruxelles. Si vous voulez, les tentatives de féminisation des noms de rues à Bruxelles, eh bien, sont confrontées à des contraintes à la fois légales, qui les rendent difficiles les changements de nom, et aussi à la morphologie urbaine elle-même, c'est-à-dire à la forme de la ville. On ne crée pas des rues tous les jours, quoi. Donc, ce n'est pas évident de changer ces choses-là. Mais donc, la conclusion ici, si vous voulez, c'est que toute activité de conception de l'espace est genrée, c'est-à-dire implique des conceptions du genre. Certaines les impliquent explicitement, posent ces questions-là, d'autres les impliquent implicitement, mais ce n'est pas parce que les conceptions du genre sont implicites qu'elles n'existent pas. Deuxième ficelle auquel on peut penser, c'est d'interroger la régulation ou la mise en règle des espaces. Donc les espaces dans lesquels nous évoluons ne sont pas seulement des formes matérielles, ce sont également des lieux traversés par des règles et des règlements et qui visent à définir la manière de les utiliser. On peut alors rapidement voir 3 cas de figure, au moins, il y en a peut-être d'autres encore. Premier cas de figure, illustré avec ces 2 images, je reste sur mon exemple des toilettes. Ici, on voit que la règle redouble la forme matérielle. Elle est redondante par rapport à la morphologie de l'espace. Elle rend explicite ce qui a été rendu en fait implicite dans la matière, ce qui a été inclus dans la conception matérielle de l'espace. Un sociologue américain, Erving Goffman, va parler ici d'organisation parallèle des activités. C'est la même activité, aller aux toilettes, mais on donne 2 espaces différents selon un certain critère, ici le critère de la différenciation de genre, mais on sait qu'il existe d'autres équipements sociaux où il y a des organisations parallèles comme ça de l'activité, par exemple dans des régimes d'apartheid sur le principe de la race, ou simplement aussi parfois dans des organisations sur le fait d'être membre ou non membre d'une organisation. Être membre du personnel et ne pas l'être, ça fait des différences. Donc, ces espaces peuvent être en partie différents, comme par exemple les équipements des toilettes, mais pas nécessairement. On peut penser aussi, par exemple, aux vestiaires dans une salle de sport, certains étant réservés aux femmes, d'autres aux hommes, mais voilà, qui ne contiennent pas nécessairement d'équipements spécifiques. Un autre exemple qu'on peut donner aussi, c'est on voit apparaître aujourd'hui des espaces de coworking, c'est-à-dire des espaces dans lesquels les gens arrivent avec l'ordinateur pour travailler, ce n'est pas l'entreprise, c'est des espaces publics, si vous voulez, pour travailler. Eh bien, aujourd'hui, s'ouvrent des espaces de coworking féminins, réservés aux femmes. Et donc, on a des espaces de coworking à la fois mixtes et puis d'autres qui sont féminins. On peut penser aussi aux monastères et aux couvents, qui sont des espaces, finalement, où on sépare les genres. Mais un deuxième cas de figure, illustré par ces images de terrain de tennis, c'est ici que la règle, le règlement,
fait alterner des groupes genrés qui utilisent le même espace, en fait. Il n'y a pas du tout de différence dans l'espace, hein, mais on a une règle qui dit c'est chacun à son tour, par exemple, sur ces espaces. Hein. Et on peut trouver d'autres exemples que le tennis, bien évidemment. On peut avoir la salle de sport, on peut avoir le cinéma, hein, qui est réservé à certains moments pour les femmes, mais on a aussi des associations, par exemple à Bruxelles, l'association Angeladi, qui crée des habitats, de l'habitat féministe, hein, donc dans des immeubles nouvellement créés à Forêt, qui réservent un certain nombre d'habitats à des femmes selon une certaine modalité d'occupation. Donc il n'y a pas de spécificité de la matérialité, mais le règlement attribue l'espace à l'un ou l'autre genre, voire éventuellement aux deux en même temps. Hein. Je continue sur mon exemple du tennis où on peut avoir du double mixte, bien évidemment. Donc à chaque fois, la règle institue un certain usage de l'espace tout en performant le genre, en fait, tout en le rendant opératoire. Hein. C'est le critère sur lequel on va utiliser l'espace. Et puis on a un troisième cas de figure dont Madame Jean a beaucoup parlé tout à l'heure, hein, c'est l'espace ouvert à toutes et toutes par principe, c'est-à-dire l'espace public. Hein, puisque pour participer à l'espace public, en théorie, hein, la question du genre ou de l'orientation sexuelle n'est pas un critère pertinent. Tout le monde a accès à l'espace public en théorie, en principe. Hein. J'y reviendrai. Et donc, réfléchir à la conception et à la régulation ici de ces espaces, ça se permet de se poser un certain nombre de questions. Ces réglementations, ces mises en règle, par qui sont-elles opérées? Qui définit les règlements? Hein, selon quel processus? Est-ce que ce sont des processus explicites, démocratiques, ou est-ce que c'est d'autres types de processus qui arrivent à la définition de ces règles? Quels sont les rapports de force qui traversent la définition de ces règlements ou leur remise en cause? Bien, par exemple, je reviens sur le cas des noms de rue, hein, eh bien, des associations militantes essayent de féminiser les noms de rue à Bruxelles et finalement elles sont confrontées à des résistances de la part de nombreux élus, hein, face à cette volonté de féminiser les noms de rue pour toute une série de raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais en tout cas ça fait l'objet de controverses importantes. Troisième ficelle et dernière ficelle, c'est celle de l'utilisation des espaces. Hein. Ce qui, socialement parlant, construit la réalité des espaces, ce n'est pas seulement la matérialité, ce n'est pas seulement la réglementation, mais c'est aussi les usages, évidemment. Hein, il y a un autre flux, une autre couche de social, c'est évidemment celui des pratiques, des actes, des comportements, celui des vrais gens dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Bien sûr, ça fait partie aussi de la réalité. Hein. Et donc, je reviens encore une fois sur les toilettes comme exemple. Si la majorité des usages correspondent au règlement du lieu et à la fonction pour laquelle il a été conçu, nous savons toutes et toutes que de nombreuses autres choses s'y passent, hein, dans les toilettes, et pas seulement dans les toilettes. Donc, par exemple, le sociologue américain Lord Humphreys l'a courageusement montré avec son ethnographie des toilettes publiques du Middle West, hein, menée dans la très puritaine Amérique des années 60, un ouvrage donc, qui a été traduit en français, qui s'appelle « Le commerce d'épissotières ». Il étudie les tasses, c'est-à-dire ces lieux de rencontre pour des relations homosexuelles éphémères entre partenaires anonymes. Ce sont des pratiques, donc, évidemment, qui ne sont pas envisagées par les concepteurs du lieu, hein, c'est pas ça pour ça qu'ils ont créé le lieu, et qui ne sont pas autorisées par les gestionnaires ou par la morale dominante. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Ça nous dit que l'espace est un support, est une ressource dans la mise en pratique, dans la mise en œuvre d'une pratique sexuelle, ici, par exemple, ou plus généralement, dans la mise en œuvre d'un genre. Une mise en pratique qui n'est pas nécessairement prévue en fait par l'espace, ni par son aménagement, ni par son règlement. Hein. Et donc, on a là beaucoup d'exemples dans lesquels les pratiques, si vous voulez, ne se conforment pas au règlement ou à la conception première de l'espace. Premier exemple et le plus fondamental, c'est celui dont a parlé Madame Jeunin tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est sur l'occupation masculine de l'espace public.
hein, qui n'est pas prévue, si vous voulez, par le règlement de l'espace public, hein, mais qui pourtant est massive et donc aussi ça se marque par toutes les formes de harcèlement et de sexisme dans l'espace public, hein, qui font sentir aux femmes qu'elles ne sont pas à leur place, alors qu'en règlement, elles y sont aussi à leur place. Mais on remarque dans cette perspective aussi que l'espace public peut être également approprié par des groupes féminins ou par des groupes féministes à certains moments, hein, et c'est le cas par exemple de certaines initiatives comme, pour citer un exemple, les apéritifs lesbiens de Madame Chervet à Bruxelles. Hein. C'était des initiatives, donc il s'agissait pour des groupes de femmes de se retrouver régulièrement dans un bar de quartier, donc un petit café le plus commun, café de quartier, hein, vraiment en bas de la rue si vous voulez, et d'y faire masse en tant que femme. Et donc, si vous voulez, d'occuper, d'aller boire un verre, mais ensemble, dans un café absolument normal, si vous voulez, mais justement dans le but de renverser temporairement la dominance masculine, hein, qui règne généralement dans les cafés de quartier. Hein. Et donc là, je vous renvoie notamment aux travaux d'Émilie Martineau, qui a travaillé sur ces questions-là. La Gay Pride est un autre exemple de moment où finalement l'espace public, hein, sert de support à l'expression de certaines identités de genre ou d'orientation sexuelle en particulier. Donc, pour vous dire que voilà, on a des utilisations qui ne sont pas prévues, si vous voulez, par le réglementation. Alors, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que les pratiques changent dans le temps. Hein. Elles ne sont pas statiques. Hein. Et c'est ici, de nouveau, un exemple simple pour vous montrer ce changement. Hein. À droite, on a une image donc, dans une église qui date des années 50. On y voit que femmes et hommes sont séparés. Hein. Les hommes à droite, les femmes à gauche. Et sur l'autre image de gauche, hein, qui date de 2020, on constate que hommes et femmes sont mélangés. Et donc, pourtant, l'espace, dans sa matérialité, si vous voulez, n'a pas changé. C'est le même espace qui est derrière. Et donc aussi, on peut s'interroger, lancer l'enquête, si vous voulez. Comment expliquer ces changements? Quels sont les acteurs qui portent ces transformations? Quelles sont les résistances et les épreuves auxquelles sont soumis ces changements? Il y a en tout cas un postulat dont je ne me départis jamais quand je travaille en tant que sociologue. Je pars toujours de l'idée qu'en étudiant un espace, j'y trouverai toujours à la fois des pratiques qui sont conformes aux conceptions et aux règlements, et en même temps des pratiques autres, des pratiques qui débordent ou qui s'abordent ou qui renversent les mises en matière et les mises en règle de l'espace. C'est ce que montrait le commerce des pissotières, hein, dont je vous ai cité, mais il y a des exemples permanents. Là, c'est dans le commerce des pissotières, donc les pratiques homosexuelles cachées dans les toilettes, on a, si vous voulez, quelque chose qui est volontaire, hein, on sait ce qu'on fait. Je peux vous donner un autre petit exemple qui m'est arrivé récemment. Nous avons été avec un groupe d'une vingtaine d'amis dans un gîte pendant un week-end, et il se fait qu'il y avait au rez-de-chaussée 2 toilettes identiques. Vous allez dire que je fais une fixation sur les toilettes, mais c'est pour rester sur mon exemple. Il y avait 2 toilettes identiques, mais si vous voulez, dos à dos, sur auxquelles on accède par un couloir différent. Et en fait, sur ces toilettes, il y avait un pictogramme. L'une était réservée aux femmes, l'autre aux hommes. Et en fait, aucun d'entre nous n'avait remarqué ce pictogramme. Et donc, c'est pour dire aussi que parfois, les utilisations ne correspondent pas au règlement, mais ce n'est pas nécessairement une volonté de transgression. Il n'y a pas nécessairement un acte volontaire. Si vous voulez, la réalité, le social, il déborde toujours par rapport à ce qui est prévu. Et donc, pour le dire en termes un peu plus académiques, si vous voulez, j'ai toujours en tête cette phrase de Michel Foucault, hein, le philosophe, qui a tant enrichi notre approche des espaces et des lieux. Michel Foucault, un peu après avoir écrit « Surveiller et punir », son fameux livre sur la prison, hein, écrivait ceci, donc, dans lequel il décrivait comment, finalement, on était rentré dans une société fondée sur la discipline, hein, la mise en discipline des espaces. Cet espace ici, c'est un espace disciplinaire.
pouvez pas bouger, vous êtes obligé de me regarder en fait. Hein, et moi, je vous vois. Hein, c'est un espace disciplinaire. Eh bien, il disait, Michel Foucault écrivait, quand je parle de société disciplinaire, il ne faut pas entendre société disciplinée. La nuance est importante. Ça veut dire que la tâche d'une sociologie des espaces est toujours double. Non seulement étudier les logiques qui régissent l'espace et qui entendent le dominer, on a parlé de système tout à l'heure, hein, qui entendent le dominer, mais en même temps, et toujours en même temps, étudier tout ce qui échappe, volontairement ou non, hein, à cette volonté de pouvoir sur cet espace. Il y a toujours les deux. Et c'est cette idée générale que j'essaie de traduire dans cette grille que je vous propose, hein, ce que je vous ai présenté, qu'on peut représenter de la manière suivante. Vous savez, les académiques, ils aiment bien les petits tableaux, hein, c'est toujours comme ça. Et donc, j'y ai remis mes 3 ficelles, si vous voulez, mes 3 clés, conception, régulation, utilisation. Hein, et en fait, en entrée, on peut se poser à peu près les mêmes questions. Hein, qui conçoit l'espace? Qui le régule? Hein, et les utilisations, qui les utilise et comment? Hein, est-ce que la question du genre est implicite ou explicite dans les pratiques, ou dans la conception, ou dans les règles? Est-ce que la question des genres est fondée sur une organisation exclusive ou parallèle des genres, ou au contraire inclusive? Et puis on peut aussi réfléchir à des pistes d'action. On a déjà évoqué ça tout à l'heure en fonction de chaque point. Par exemple, féminiser la profession, les professions de conception de l'espace. Moi, ça me semble être une tâche importante. Hein. C'est encore une profession, enfin des professions, parce qu'il n'y a pas une profession, les architectes, les urbanistes, les aménageurs, qui est encore massivement dominée par les hommes. Et donc, cette grille, donc, je ne l'ai pas remplie parce que ça dépend de chaque enquête qu'on peut faire, évidemment, de la remplir. Mais cette idée, cette grille est orientée par cette idée que j'ai mise au-dessus, hein, qu'énonçait Jean Remy, qui est un sociologue louvaniste, aujourd'hui décédé, mais qui écrivait ceci: loin de se réduire à un simple décor, l'espace est porteur d'enjeux. Hein, l'espace est toujours porteur d'enjeux. Il est porteur d'enjeux dans sa conception, dans sa réglementation, et dans ses usages. Ce n'est pas les mêmes, ça ne se recouvre pas nécessairement, hein, mais il y a des enjeux, des rapports de force dans ces 3 dimensions. Alors ce tableau, c'est juste un pense-bête, si vous voulez, donc ce n'est pas une théorie définitive ou complète. Hein. On peut bien sûr y ajouter des choses, des colonnes ou des lignes peut-être, hein, pour suivre d'autres pistes d'enquête, et notamment on peut penser qu'existent aussi ce qu'on peut appeler des modèles culturels ou des représentations collectives qui font des sortes de ponts, hein, entre ces différentes dimensions, conception, régulation, utilisation. Hein. Par exemple, des modèles culturels ou des représentations collectives qui sont à la frontière entre les régulations et les utilisations. Par exemple, toujours je reviens avec mes toilettes publiques, hein, et pas seulement publiques d'ailleurs. C'est la même chose à la maison. Et je vous demande, qui nettoie les toilettes? Ce sont des femmes. S'agit-il d'un usage qui est devenu une règle? Ou s'agit-il d'une règle sociale qui s'incarne dans la pratique du nettoyage des toilettes et peut-être dans plein d'autres choses, et aussi dans plein d'autres choses? Peu importe, on est sur quelque chose qui relève de ces représentations collectives, de ce système, hein, dont on parlait tout à l'heure. Hein. Reste que tomber sur une madame pipi de sexe masculin, ça relève encore de l'exception. Mais il y a aussi d'autres types de représentations qui peuvent aussi valoir sur l'espace privé, hein. C'est notamment ce qu'a montré Mona Chollet dans un livre qui s'appelle « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique ». Hein, elle montre comment, hein, dans un couple, il y a une sorte de règle qui existe, c'est qu'on ne fait pas chambre à part. On ne fait pas chambre à part. Si on fait chambre à part, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Elle dit, mais non, pourquoi spécialement? Pourquoi ça voudrait dire ça, nécessairement? On peut s'organiser autrement. Hein. Voilà, donc un certain nombre d'exemples pour vous dire que c'est juste des pistes d'analyse et qu'on peut utiliser encore, bien sûr, d'autres entrées pour analyser ces choses-là. Je voudrais conclure avec une phrase que j'ai trouvée chez Hannah Arendt dans
conditions de l'homme moderne, vous voyez un livre de 1961. Elle écrit ceci, Hannah Arendt. La réalité du domaine public repose sur la présence simultanée de perspectives, d'aspects innombrables sous lesquels se présente le monde et pour lesquels on ne saurait imaginer ni commune mesure ni commun dénominateur. Car si le monde commun offre à tous un lieu de rencontre, ceux qui s'y présentent y ont des places différentes. Et la place de l'un ne coïncide pas plus avec celle d'un autre que deux objets ne peuvent coïncider dans l'espace. Il vaut la peine d'être entendu parce que chacun voit et entend de sa place, qui est différente de toutes les autres. Le monde commun prend fin lorsqu'on ne le voit que sous un seul aspect, lorsqu'il n'a le droit de se présenter que dans une seule perspective. Donc, le monde commun, ce n'est pas une seule perspective, c'est une multiplicité de perspectives. Et ça, Hannah Arendt nous lance une sorte à la fois d'abord de défi intellectuel, de connaissance, d'écrire cette diversité d'usages et de place dans l'espace public, et aussi montrer comment cette diversité, elle est en permanence l'enjeu de rapports de force qui tendent à la réduire, à hiérarchiser ses composantes. Le sexisme est une des expressions de cette volonté de hiérarchisation, voire aussi à nier cette diversité. Par exemple, quand un architecte, un urbaniste parle d'utilisateur moyen d'un espace, ou quand un élu ou un journaliste dit « le citoyen a besoin d'eux », ou quand on parle de la personne lambda. C'est autant de notions qui sont à la fois vides de réalité, mais pleines d'assurance de la saisir, en fait. Et puis, sans doute, et je terminerai là-dessus, ça lance un défi qui est politique, éthique, c'est de trouver les moyens de faire reconnaître et de faire vivre cet espace public. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Lannoy, de nous avoir proposé de comprendre un petit peu via les grilles d'analyse de la sociologie, finalement, pourquoi l'espace est-il encore vécu comme étant genré. Je vais m'adresser au public ici en présentiel. Est-ce que peut-être éventuellement vous auriez une question à adresser à Monsieur Lannoy? Je vais vous tendre le micro, parce que je ne l'ai pas encore. Je me demande quelle est la limite entre l'espace public et l'espace privé. Par exemple, actuellement, nous vivons des moments très difficiles et on va passer à 5 jours de confinement, par exemple, de télétravail. Donc, le travail des personnes qui travaillent va aller à la maison. Et on parle de violences faites aux femmes, de violences conjugales. Donc, quelle est la limite? Quelle serait la limite? Très bonne question. Mais je crois que Mme Jonin a donné une très bonne réponse, enfin une très bonne définition tout à l'heure. L'espace public, c'est voilà, quand on sort de la maison. On pourrait quand même rajouter qu'un vieux slogan féministe, quand je dis vieux, c'est pas du tout péjoratif, mais je veux dire qu'il est important, c'est que le féminisme nous dit aussi le privé est politique. Donc, ce qui veut dire que les questions de rapport, de domination de genre, ils se jouent aussi dans le privé. Ils se jouent non seulement dans l'espace public, mais ils se jouent aussi dans le privé. Et vous avez parfaitement raison que en fait, la situation de confinement, d'une certaine façon, rabat au moins l'espace du travail et le temps du travail sur l'espace privé qui était jusque-là censé ne pas être un espace de travail. Et donc, si je suis Madame Jonin et je suis tout à fait d'accord avec elle, le travail est un espace public, mais avec le confinement, le domicile devient une forme d'espace public aussi. Mais donc, en tout cas, le sexisme ne se limite pas à l'espace public. Et donc, il entre aussi dans le privé et il se constitue même aussi dans le privé par l'éducation, etc., etc. Et donc, je pense qu'en fait, il n'y a pas de limite, d'une certaine façon. Sauf que, une différence quand même, enfin, il y a plein de différences, mais un élément important que Mme Jonin a soulevé aussi, c'est que l'espace public, formellement, il est égalitaire. Il y a cette question de l'accessibilité universelle. Et donc, on peut faire valoir
ça aussi, en termes de droit. Et là, et aussi dans l'espace du travail. Donc là, il y a des mécanismes juridiques qui peuvent être activés aussi, qui sont en partie différents de ce qui se passe dans l'espace privé. Et donc, voilà, c'est des catégories difficiles à manier parce qu'en fait, elles existent à la fois formellement, et on sait bien que le social, c'est toujours à la fois le formel et à la fois beaucoup plus. Donc, il faut, je pense, pas avoir de vision catégorique sur les choses s'interpénètrent. Merci, Monsieur Lannoy. Une question? Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions sur Facebook. Peut-être que nous sommes diffusés sur Teams et sur Facebook. Et peut-être que nous avons quelques petits soucis avec la connexion Teams, parce que ça se coupe régulièrement. Donc, on a peur de ne pas avoir toutes les questions sur le chat. Donc, on s'en excuse pour le public à distance. Mais bon, là, moi, j'aurais une question personnelle alors sur la prison. Parce que, est-ce que, deux questions en fait sur la prison. Est-ce que la coercition ne vient pas du fait que la prison est un espace public, justement, et qu'il n'y a pas d'espace intime, ou beaucoup moins? Est-ce que la punition ou la coercition ne vient pas justement de cet espace intime qui disparaît dans une prison? Et par ailleurs, est-ce qu'il y a une différence de ce point de vue-là entre les prisons de femmes et les prisons d'hommes? Est-ce que, par hasard, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question, mais est-ce que l'intime serait plus préservé dans une prison de femmes que dans une prison d'hommes, ou l'inverse? Enfin, je veux en venir. Mais, donc, l'idée même de la prison, c'est la privation de liberté. Qu'est-ce que c'est? En fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, notamment depuis le XVIIIe et le XIXe siècle? Ça veut dire, en fait, une prison, c'est la prise en charge totale de la vie d'un individu. L'ensemble des aspects de sa vie sont pris en charge par l'institution. C'est ce que Goffman, dont je parlais tout à l'heure, appelle une institution totalitaire. C'est-à-dire l'ensemble des aspects de la vie d'un individu sont pris en charge. Si on réfléchit dans le temps, ça veut dire, donc, il n'a plus d'aspect qu'il gère lui-même, donc il n'a plus d'intimité. Donc ça, c'est formellement, de nouveau, sur la logique disciplinaire dont parlait Michel Foucault, c'est ça l'idée. Après, on sait bien que, y compris dans les prisons, y compris dans les asiles, etc., il y a quand même, de nouveau, les pratiques débordent les règlements. Il y a des espaces secondaires qui se créent. Donc, mais le but de la prison, c'est justement de ne plus avoir d'espace privé, de ne plus avoir d'espace intime. C'est ça le but. Mais par contre, sur votre deuxième question, est-ce qu'il y a des différences entre les prisons de femmes et d'hommes? Ça, je ne peux pas répondre parce que je suis totalement ignare sur les questions de prison. Je n'ai jamais étudié les prisons, donc là, je ne peux pas vous répondre, malheureusement. Mais en tout cas, dans leur principe, non. Dans leur principe, il n'y a pas de différence. Mais c'est ce que j'essaie de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a d'une part les principes et puis il y a les pratiques. Et donc là, il y a peut-être, sans doute, probablement des différences. Il y a certainement eu une évolution, puisqu'il y a des espaces privés intimes qui sont recréés à l'intérieur des prisons pour des rencontres intimes entre prisonniers, une prisonnière. Une autre question. Du point de vue de la typologie que vous avez proposée, je me demandais s'il n'y avait pas moyen de réfléchir en termes de type de détournement de l'espace public. Il me semble qu'il y a clairement 4 types là dans ce que vous avez dit. Il y a le détournement de l'utilisation de l'espace public subversif, détournement de l'espace public non subversif, détournement de l'espace public sexiste, détournement non sexiste. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres catégories qui m'ont échappé? J'avais pas fait cette typologie, mais elle est très intéressante. J'ai juste essayé de montrer que les débordements par rapport aux règlements ou aux conceptions, ces débordements peuvent être concertés, peuvent être volontaires, soit individuellement, soit relevés d'une action collective. C'est-à-dire que collectivement, on s'organise pour utiliser autrement l'espace.
Ça peut être aussi involontaire, en fait, hein, ces choses-là. Mais donc, ce caractère involontaire, si vous voulez, si on prend le sexisme, je pense qu'il est involontaire d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il relève de conceptions qui sont intégrées par les hommes et qui sont vécues sur le mode de l'évidence, en fait, du droit à faire quelque chose. Et donc, on ne peut pas dire qu'on est dans le registre d'une action politique. Penser, voilà, on est quelque chose qui relève de représentation. Et donc, faire une typologie serait sans doute très intéressant. Je ne l'ai pas en tête comme ça, mais ce que vous proposez est très, très intéressant. Il y a évidemment des différences entre des actions concertées, politiques au sens fort du terme, et des actes qui relèvent de formes d'évidence du monde. Donc, on n'est pas sur la même chose. Mais par contre, les deux sont des formes de débordement ou d'aller au-delà de ce qui est prévu par les espaces et par leurs règlements. Je me permets, ça me fait penser un petit peu aux actions de détournement de l'espace public qui sont menées par des collectifs féministes, les actions de collage notamment. Bien sûr, bien sûr. On n'a plus trop le temps, mais j'aurais quand même aimé vous poser une question peut-être un peu plus personnelle en tant que chercheur, que sociologue. Donc, on a compris que vous avez plutôt commencé à travailler sur la sociologie des mobilités, l'utilisation de l'automobile et de ce que ça implique sur notre façonnement du monde. Hein. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur le genre et surtout vraiment en tant que chercheur et quel rôle pensez-vous que des disciplines scientifiques comme la sociologie peuvent avoir dans la transition vers une utilisation peut-être plus égalitaire des espaces publics? Mais alors, sur la première question, d'abord, qu'est-ce qui m'a amené à voir la question du genre? C'est ce que Madame Jeunet a dit tout à l'heure, en fait, c'est que dès qu'on travaille sur ces questions-là d'un point de vue sociologique, on se rend compte qu'il n'y a pas une mobilité, il y a des mobilités. Et une des lignes de différenciation, mais ce n'est pas la seule, c'est la question du genre. Donc, dès qu'on étudie ce genre de choses, ça apparaît. Il y a une statistique, donc moi j'ai écrit un petit livre avec un collègue français qui s'appelle Sociologie de l'automobile, et il y a notamment une statistique que mon collègue Johan de Boly a produite sur la possession de voitures, et il compare le poids des voitures. Et en fait, il montre que plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus les voitures sont pesantes, ce qui montre indirectement qu'on a des modèles plus gros, hein. Mais il montre aussi, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à catégorie sociale égale, les hommes ont toujours des voitures plus grosses que les femmes. Donc, ça veut dire que même sur des questions comme les modèles de voitures qu'on choisit, se jouent des rapports symboliques de domination masculine. Je ne peux pas avoir une voiture plus petite que ma femme, c'est pas possible quand même. Hein? Donc, oui, même là-dedans, même dans des choses comme ça qui peuvent paraître totalement, voilà, ce que les économistes nous présentent comme étant juste des choix de marché, en fait, juste des choix de consommateurs, se jouent des logiques symboliques de construction des genres et de rapports de domination. C'est ça qui m'a amené, pas seulement cette statistique, mais dès qu'on travaille sur les mobilités, on touche à ces questions-là. Merci en tout cas pour votre intervention.